Journée de lutte contre le VIH-Sida. En plus d'être une banque soucieuse du mieux-être économique de ses clients, la SG Bénin vient ainsi démontrer que la bonne santé de ces derniers lui tient également à cœur. Et puis, aujourd'hui, plus de 36 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Elles peuvent même donner naissance à des enfants séronégatifs. Il suffit d'un suivi régulier de la mère porteuse de la maladie. Le gouvernement béninois a d'ailleurs élaboré un plan quinquennal pour éradiquer cette forme de contamination. Mère séropositive, enfants séronégatifs, c'est une enquête de Héloïse Winanton et de Edmond Rombo. Être mère séropositive et donner des enfants sains, c'est possible. Une lueur d'espoir, non seulement pour les couples discordants, mais aussi pour les couples séropositifs. La science du traitement et de la prévention du VIH a marqué des progrès. Mais avant, il importe de connaître son état sérologique et suivre le traitement prescrit. Au premier contact, si la femme vient chez nous à la consultation prénatale, on la dépiste, on constate qu'elle a le virus, on la met directement sous ARV. Les rapports non protégés ne sont pas proscrits, mais à des conditions bien définies. Ce n'est pas seulement les poils qui blessent. Il faut aussi inciter la femme à mouiller. Là, ça te permet facilement. Et si, il y a aussi, donc ça te permet les rapports facilement. Et pas ça seul. Si, pendant les analyses, tu vois que la charge virale ne va pas et son CD4 ne va pas, tu vas voir que, attention, là, tu dois te préserver. Avec le couple, il peut y avoir des rapports aussi non protégés, il n'y a pas de problème. C'est quand il y a un autre partenaire qu'on insiste surtout sur des rapports protégés, rapports sexuels protégés. La transmission mère-enfant est la première cause d'infection par le virus de VIH-Sida chez l'enfant. La contamination survient généralement soit au cours de la grossesse, soit pendant l'accouchement ou encore pendant l'allaitement au sein. Un suivi régulier après l'accouchement s'impose. Il y a un projet qui a mis à notre disposition des médiatrices qui nous aident à retrouver les femmes perdues de vue après l'accouchement, aller faire des visites à domicile pour amener les enfants à faire le PCR. Le Bénin s'inscrit dans la dynamique d'éliminer cette forme de contamination. Le deadline fixé 2030. Deux grands indicateurs sont attendus. C'est de réduire le nombre de nouvelles infections chez les enfants à moins de 50 pour 100 000 naissances vivantes et de parvenir à un taux de transmission mère-enfant de VIH inférieur à 5% à l'horizon 2020. Au-delà de ce programme ambitieux, le dépistage reste la meilleure arme contre le sida. J'invite toutes les femmes, tout le monde à faire le dépistage. On doit apprendre à nos jeunes à faire systématiquement le bilan sans avoir peur de l'état sérologique. Si c'est positif, il n'y a plus d'inquiétude. Les médicaments sont disponibles. Tout est clair, on nous explique tout maintenant, donc il n'y a plus de honte. Un traitement précoce et une bonne observance thérapeutique permettent de maintenir une charge virale indétectable et donnent ainsi la possibilité à une personne de vivre longtemps et en bonne santé. Et puis retenez que c'est Dogbo qui abrite cette année les manifestations officielles entrant dans le cadre de la célébration au Bénin de la Journée mondiale de lutte contre le sida.
Sorti hier du procureur de la République, dans une déclaration, Badirou Lawani a fait le point sur le dossier de découverte de 54 kilos de cocaïne dans un conteneur au port de Cotonou. C'était dans la journée du 21 novembre dernier. Par la même occasion, il a indiqué la détermination de la justice à réprimer cette forme de criminalité. Il est ici au micro de Martial Guidigan et de Bruno Routeco. La présente déclaration de presse vise à faire le point sur le dossier de découverte de 54 kg de cocaïne dans un conteneur au port de Cotonou dans la journée du 21 novembre 2016. L'enquête relativement à cette procédure a permis d'interpeller 6 personnes qui ont été poursuivies par le parquet pour trafic international de drogue à haut risque et pour complicité devant le tribunal statuant en matière de flagrant délit. À l'issue des débats, le 29 novembre 2016, le tribunal a relâché purement et simplement 4 personnes prévenues, notamment ceux qui ont été poursuivis pour complicité, et condamné 2 autres, à savoir le dirigeant de la société Trinity Trading Sal et son assistant, respectivement à 10 ans et 5 ans d'emprisonnement ferme et à 1 million de francs d'amende chacun. Il est à noter que dans la période de septembre à novembre 2016, une dizaine de cas de trafic international de drogue à haut risque ont été poursuivis par le tribunal de première instance de Cotonou à la suite des investigations des unités d'enquête. Cette situation confirme que la sous-région ouest africaine, le Bénin y compris, acquiert un rôle important dans le trafic international des drogues, devenant une étape intermédiaire pour le transfert de diverses substances stupéfiantes et illégales depuis les pays producteurs tels que le Brésil jusqu'aux pays consommateurs qui se situent en Europe. Dans la droite ligne de la politique pénale du gouvernement, la justice et les différents organes d'enquête comptent maintenir une veille permanente pour réprimer sévèrement cette criminalité conformément à nos lois et aux conventions internationales régissant la matière. La police et la gendarmerie ont depuis hier un peu plus de matériel roulant. Elles ont reçu au total 42 véhicules pick-up et 585 motos tout-terrain pour la lutte contre la grande criminalité. La cérémonie de remise de clés s'est déroulée sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Reportage Renaud Akapo. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que les forces de sécurité publique bénéficient du coût d'un si important lot de matériel roulant. C'est un arsenal lourd qui est mis à la disposition des forces de défense et de sécurité pour mener la croisade contre la grande criminalité. Merci beaucoup. Vous mettez les véhicules au colonel. Face aux doléances sans cesse répétées des policiers et des gendarmes, pour une dotation conséquente en matériel roulant, le gouvernement a sorti le grand jeu d'un seul geste. Une quarantaine de véhicules pick-up neufs et plus de 500 motos tout-terrain sont déployés pour renforcer les capacités opérationnelles des unités de police et de gendarmerie. Je voudrais, au nom du président de la République et de son gouvernement, mettre à la disposition de la Direction générale de la police nationale et de la Direction générale de la gendarmerie nationale pour utilisation dans les diverses unités 42 véhicules pick-up qui seront repartis de la manière suivante: 29 pour la police et 13 pour la gendarmerie nationale, et 585 motos équipées de gyrophares et casques répartis comme suit: 285 pour la police et 300 pour la gendarmerie. Cette dotation en équipement roulant intervient après celle opérée courant mois de juillet dernier pour le compte de la gendarmerie nationale. Les actes de braquage ont certes baissé d'un cran, mais le gouvernement n'entend pas baisser la garde. Les enjeux et les défis sécuritaires sont des questions inscrites dans l'ordre des priorités. Que vous en souviennent, la situation sécuritaire était des plus préoccupantes. Des bandes organisées de criminels frappaient tout
Sans vous mentir, le gouvernement a été mis à rude épreuve. Il fallait à tout prix rassurer les populations en recherchant les solutions appropriées. C'est le ministre des Infrastructures et des Transports qui a été sous la houlette du chef de l'État le maître d'œuvre de cette opération de donation. Cet appui substantiel va aider assurément à renforcer les moyens de sécurisation par l'accroissement des patrouilles dans les recoins malfamés de nos villes et campagnes. Au nom des hauts gradés de la police et de la gendarmerie, le patron des flics a pris l'engagement d'un lendemain pavé d'un rideau de fer sur fond de désenchantement pour les faussaires de tout acabit. On dit souvent une mission des hommes et des moyens. Ce don de matériel que le ministre de l'Intérieur et des Infrastructures et des Transports nous ont remis contribuera à améliorer la capacité opérationnelle des forces de sécurité publique pour la sécurisation des personnes et des biens. Après les discours de circonstance, une présentation des équipements a été faite, suivie d'une phase d'essai en mode jubilatoire. Fin de la tournée statutaire des préfets de l'Ouémé et du Plateau. Pendant 2 semaines, les 2 préfets ont échangé avec les conseils communaux de leurs différents départements sur les problèmes inhérents à la mise en œuvre de la décentralisation. Dernière étape de la tournée, la mairie de Porto Novo. On fait le point avec Guillaume Avienou et Brice Rumbo. Les portes des locaux de l'hôtel de ville de Porto Novo, grandement ouvertes pour accueillir les délégations des préfets de l'Ouémé et du Plateau. Les 2 personnalités achèvent ici leur tournée statutaire de l'année. Pendant 2 semaines, Joachim Apiti et Valère Adéchinan ont fait le tour des 14 communes des 2 départements à l'écoute des conseils communaux sur les problèmes inhérents à la mise en œuvre du processus de décentralisation. Nous avons constaté qu'à tous les niveaux, les conseils communaux et locaux ne tiennent pas leurs réunions de façon régulière. Et qui plus est, les conseils locaux ne se réunissent pas convenablement, conformément au test de la décentralisation. Le second problème, qui est un problème général également, ce sont les problèmes de voies et d'assainissement. Il est inconcevable que toutes les communes ne s'appuient que sur le FADEC parce que certaines de ces autorités communales ne pensent plus à la mobilisation des ressources propres. On attend que le FADEC, alors qu'ils ont des potentialités, des ressources et qui vraiment, une stratégie bien mise en place pourra leur permettre de faire entrer énormément de ressources. Aux différents conseils et observations, les autorités des communes se sont montrées attentives. Elles semblent avoir conscience de ce que le mieux-être des communautés qu'elles dirigent repose entre leurs mains. Des appels à l'union des fils et filles de Porto Novo autour des questions de développement et non sur des questions partisanes, des questions particulières. Nous avons également noté que nous devons faire l'effort pour mobiliser davantage nos ressources propres. Nous l'avons bien noté et que toutes ces questions, tous ces conseils dont nous avons bénéficié aujourd'hui seront respectés. Nous allons voir dans quelle mesure nous allons mettre en application tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Au terme de cette tournée statutaire, les 2 préfets ont demandé au maire d'accélérer le processus de déguerpissement des occupants illégaux des domaines publics des principales villes de la région. Le partenariat Arlon-Bembereke est au beau fixe. Une mission de suivi belge est en visite dans la commune pour faire le point des réalisations faites dans le cadre de leur coopération. Les 2 parties vont également en profiter pour jeter les bases d'un nouveau partenariat. Précision, Armandine Aniabossou. Démarré depuis 2008, le partenariat Arlon-Bembereke s'inscrit dans un cadre global d'un programme piloté par l'Union des villes et communes de la Belgique. Bembereke fait partie des 5 communes retenues au Bénin pour bénéficier du programme. Le partenariat intervient dans 5 domaines. Le premier concerne donc la modernisation du registre foncier, son installation, sa modernisation, sa pérennisation. Le deuxième chemin concerne l'état civil. C'est important pour l'état civil de reconnaître l'existence des enfants notamment. Le troisième chemin concerne l'organisation. Il y a une chose très importante, c'est le 4e chemin,
c'est donner la possibilité aux fonctionnaires communaux de pouvoir mettre en place des projets et de pouvoir les suivre. Au niveau de la commune de Bembereke, on a mis l'accent sur le registre foncier urbain qui nous a permis de couvrir environ 38 villages où le registre foncier urbain est décliné. C'est facile aujourd'hui pour la commune de Bembereke de sortir son assiette fiscale. Grâce à ce partenariat, aujourd'hui, nous avons pu numériser et scanner tous les actes de naissance depuis 1945. 8 ans après, on note une grande amélioration dans les services offerts aux populations. C'est que les choses se passent bien. Il faut que chacun se retrousse les manches, tant en Belgique qu'ici. Et je pense que l'avenir appartient à tous ceux qui travailleront ensemble dans ces projets qui sont particulièrement intéressants, importants et qui profitent de suite à l'ensemble des citoyens, mais aussi, et notamment en matière d'éducation, aux plus jeunes habitants de ce pays. Dès lors qu'on présente ces différents projets avec les corollaires auprès de la population, les gens retrouvent déjà leur implication et font des propositions concrètes pour faire améliorer au niveau de ces populations ces taux et ces indices qui permettent d'évaluer ces projets. Il faut préciser que la première phase du programme prend fin en décembre et la deuxième phase est prévue pour démarrer en 2017 avec plusieurs innovations. Elles seront à l'honneur le 3 décembre. Les personnes handicapées, en attendant le 3 décembre, la direction de la réadaptation et de la réintégration des personnes handicapées réfléchit à des directives et normes nationales pour une meilleure prise en charge. Gloria Oni, Martial Guidigan. La stratégie de réadaptation à base communautaire des personnes handicapées a démarré depuis les années 70 dans le monde entier avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En 1989, le Bénin décide de mettre le pied à l'étrier. Dès lors, d'ajustement en ajustement et dans ses efforts au quotidien, le Bénin, selon le directeur de la réadaptation et de la réintégration pour les personnes handicapées, peut espérer pouvoir mettre en place une stratégie alternative de réadaptation des personnes handicapées. Une formule qui réponde au mieux aux attentes des cibles. Tout ceci pour une meilleure prise en charge des personnes handicapées et ce, par des normes. Depuis donc plus de 5 ans déjà, l'Organisation mondiale de la santé a défini dans ses guides spécifiques à l'attention de tous les pays membres des directives et normes à suivre pour améliorer dans une logique inclusive leur situation en matière de santé, d'éducation, d'autonomisation, de vie sociale et de moyens de subsistance. Pour donc amener les divers acteurs à divers niveaux de la stratégie RBC à se mettre à jour, il nous faut disposer à l'interne de règles consensuelles et pertinentes au regard de nos réalités nationales. Des formulations domestiquées ont été proposées à partir des guides de l'OMS, des propositions qui seront validées donc au cours de ces 2 jours d'atelier. Et puis, l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, met en place une plateforme pour l'inscription en ligne. Cette réforme va permettre un accès plus facile à l'inscription des candidats demandeurs d'emploi ou des employeurs. C'est à la faveur de la 5e édition de la quinzaine de l'emploi. Reportage. La quinzaine de l'emploi est un moment privilégié que le ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales choisit pour échanger avec tous les acteurs impliqués dans la promotion de l'emploi, que ce soit les employeurs, que ce soit les instituts de formation, que ce soit les structures en charge de facilitation entre les employeurs et les demandeurs d'emploi, ou également les demandeurs d'emploi. Nous nous mettons ensemble pour offrir un moment de solidarité aux jeunes demandeurs d'emploi à travers un certain nombre d'activités. À partir de maintenant, les jeunes n'auront plus besoin nécessairement de venir dans nos agences avant de s'enregistrer. À partir de leur smartphone ou de leur ordinateur, dès qu'ils ont un accès à Internet, ils peuvent directement se faire enregistrer à l'ANPE en allant sur le site anpe.bj et à partir des instructions qui ont été données, ils peuvent se faire enregistrer et pouvoir bénéficier des services et les mesures de l'ANPE en faveur de l'emploi, en faveur de leur emploi dans un service ou dans un autre. Il suffit d'aller
sur un navigateur, de taper anpe.bj, de lancer la recherche, tomber sur le site de la NPE. Sur ce site, vous aurez l'espace candidat, puis l'espace employeur. Le candidat choisit l'espace candidat et sur l'espace candidat, il trouvera m'inscrire. Il suffit de choisir m'inscrire et ils auront accès à une page sur laquelle ils peuvent saisir leur nom, leur prénom, numéro de téléphone, mail, les différentes informations qui nous permettront de les identifier et de les enregistrer dans notre base. L'Institut régional supérieur des beaux-arts et de la culture de la communication apporte sa contribution à la promotion des langues nationales, facteur de développement. L'Institut a initié une conférence scientifique sur le thème « Langue nationale, culture et développement au Bénin ». Les précisions avec Alexis Kenom et Féderbe Agbado. L'exercice se déroule devant un parterre d'acteurs de l'enseignement secondaire et du supérieur. Albert Bienvenu Akoha expose les relations qui existent entre les langues nationales, la culture et le développement. Selon l'universitaire, le sous-développement du Bénin est dû à la négligence des langues nationales, premier patrimoine culturel de toute nation. Si le développement humain nécessaire et indispensable au développement économique auto-centré est insuffisante au Bénin, c'est parce que les langues béninoises, maternelles ou nationales, où réside notre âme, notre identité, sont négligées, absentes de l'école où se forme la personnalité de l'enfant. Les langues nationales constituent un facteur de rapprochement des peuples. Dans la sphère culturelle béninoise, ces langues sont malheureusement reléguées au dernier rang. D'où l'importance de cette conférence dont la finalité est de promouvoir les langues nationales béninoises. Il n'y a pas de développement en dehors de l'homme. Il n'y a pas de développement en dehors de la culture. Or, les langues nationales sont par excellence les supports et les véhicules de nos langues nationales. Donc on ne peut pas développer quelqu'un en dehors de sa langue, donc en dehors de sa culture. Nous avons renié notre culturel. Et nous voulons nous développer. Comment on peut se développer? Dans le domaine de la préservation de l'environnement, de la santé de l'individu, notre culture est très riche. La richesse de la culture béninoise n'est plus à démontrer. L'introduction des langues nationales dans le système éducatif reste et demeure l'une des voies les plus sûres pour le développement économique, social et culturel. On en vient maintenant à cet hommage des professionnels des médias à un homme qui avait plusieurs casquettes. Il était journaliste, écrivain, acteur politique. Lui, c'est Prince Dessoji Abeo. L'homme s'est éteint le 31 octobre dernier des suites d'un accident de la circulation. Les journalistes qui l'ont beaucoup côtoyé à Porto Novo n'ont pas voulu passer sous silence ses funérailles. Guillaume Avienou et Nokadandé. L'élite locale, les anciens compagnons, personne n'a voulu être du reste pour cette cérémonie d'hommage, les derniers à Prince Dessoji Zanclan Abeo. L'illustre disparu, fauché brutalement dans un accident de la circulation, après une brillante intervention sur l'une des chaînes de radio du pays, le 29 octobre dernier, Prince Dessoji Abeo s'éteint 2 jours plus tard. Celui que parents et proches pleurent aujourd'hui était un grand ami de la presse. On pourrait bien se demander ce que viennent chercher des journalistes à prendre la parole aux obsèques d'un homme qui se définissait lui-même comme un acteur politique. La réponse est toute simple. C'est à cause de ses qualités humaines. Dessoji Abeo, celui que nous pleurons, compte ses amis les plus nombreux et les plus sincères dans notre profession. Il était ce qu'on appelle dans notre métier un bon client. Connu pour ses prises de position parfois radicales sur des questions de développement, Prince Abeo était aussi très apprécié dans les milieux politiques. Les membres de l'association CONAB, la Convergence d'action pour l'unité nationale du Bénin,
salue un militant engagé. Par son assiduité, sa contribution remarquable et sa fermeté, il est connu de tous les camarades comme un combattant intrépide pour le triomphe des idéaux de justice, de liberté, de la construction d'un Bénin uni, fort et prospère. Le souvenir du journaliste, de l'écrivain et de l'acteur politique qu'était Prince Tessoudji Abeo devait renforcer la détermination des uns et des autres à défendre son idéal constant. Et voilà qui referme cette édition. Toute l'équipe de réalisation vous remercie d'avoir été là et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 16h30. D'ici à là, l'info c'est en continu sur notre plateforme, le www.ortb.bj.